Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, s'indigner, est-ce s'aligner? On en parle avec notre invité, le philosophe belge Laurent de Sutter, professeur de théorie du droit, éditeur et directeur de collection aux Presses universitaires de France, auteur de Indignation totale aux éditions de l'Observatoire. Une indignation qui irait de pair, selon notre invité, avec notre addiction au scandale, cette piqûre mentale, écrit-il. Chaque jour livre une cause à notre indignation, tantôt écologique, tantôt politique, tantôt alimentaire, tantôt morale, sans qu'aucune d'entre elles ne finisse par constituer un tout avec les autres. Avant l'été, Laurent de Sutter a également dirigé l'ouvrage Post-critique au PUF, où les contributeurs pointaient la fatigue des esprits critiques. Et encore précédemment, il est l'auteur de Qu'est-ce que la pop philosophie? Bonjour à vous, Laurent de Sutter. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand est-ce que vous, la dernière fois, vous vous êtes indigné? C'est une très bonne question que je passe mon temps à essayer de me poser. Je crains d'être devenu légèrement, d'avoir grossi ma peau et effectivement d'être devenu un petit peu insensible parce Vous avez que le cuir dur maintenant, c'est ça? ouais, j'en ai un petit peu peur, ce qui est en réalité une des tragédies possibles qui accompagnent les phénomènes d'indignation, à savoir précisément la banalisation de la circulation de ces événements qui nous exaspèrent, qui nous mettent en colère, qui nous font dresser les poils sur l'épiderme. Mais s'il fallait effectivement faire une liste qui est une liste rationnelle, on pourrait parler de tout et de rien, de Trump et de la Syrie, en passant par la grève qui vient d'être évoquée et qui me faisait penser encore, en entendant la présentation qui en était faite dans votre journal, que décidément on vit une drôle d'époque, une époque où on n'est pas foutu de donner raison une bonne fois pour toutes aux grévistes, parce qu'un gréviste a toujours raison. Et il devrait apprendre lui aussi à avoir tort parfois ou pas? Alors effectivement, il y a raison et raison. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé, moi, en examinant toute une série de phénomènes contemporains d'indignation, c'est à quel point les indignations ne se donnent pas, en réalité, dans l'espace public, comme quelque chose de brutal, comme quelque chose de nu, mais qu'au contraire, les indignations sont prodigieusement équipées. Quand on se dispute sur les réseaux sociaux, quand on s'envoie des éditos à la figure entre médias interposés, lorsqu'on se crêpe le chignon dans les dîners en ville ou les dîners de famille, au fond, ces crêpages de chignon sont des crêpages de chignon qui sont toujours formulés sous une forme qui est une forme forte, c'est-à-dire sous la forme d'arguments, sous la forme d'idées qu'on s'envoie à la figure, de principes que l'on s'oppose, sous la forme aussi de faits que l'on a lus à gauche, à droite ou que l'on peut rapporter, sous la forme de liens, de documentation, de renvois, de théories, enfin tout ce que l'on peut imaginer, qui me font dire que, contrairement à ce que certaines belles âmes aiment à dire, l'indignation ne marque peut-être pas le retour ou l'arrivée dans notre société d'une espèce de délire général des passions, ou une espèce de vague comme ça d'irrationalité qui se mettrait à tout balayer sur son passage, mais au contraire marquerait une forme un peu étrange, inattendue, sans doute dramatique, mais en tout cas qui doit être méditée vraiment en détail, de la raison en tant que telle. Ça, c'était le titre de l'un de vos précédents essais, L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects. Dans l'indignation, il y a surplus d'affects, envolée d'affects, justement, ou au contraire, pour vous, ça contribue, l'indignation, à mettre sous contrôle nos passions? Je crois que c'est un petit peu les deux, si vous voulez. C'est le moment où l'intensification de nos émotions, confrontées aux horreurs quotidiennes qui se déploient dans le monde, où cette intensification devient une intensification vide, ou une intensification qui se mord effectivement la queue, qui s'annule elle-même, ce qui renvoie effectivement à ce phénomène très étrange, mais que l'on constate partout, de l'anesthésie générale des esprits. Cette anesthésie, ceci dit, n'est pas une anesthésie forcément voulue, une anesthésie désirée. Il ne s'agit pas de déployer une espèce de paysage comme ça paranoïaque de la disparition de la sensibilité dans l'espace public contemporain, mais plutôt de dire que quand on parle, si vous voulez, d'anesthésie, cette anesthésie est davantage presque de nature métaphysique. En l'occurrence, c'est l'anesthésie qu'il y a à continuer à croire, par exemple, que soi-même, être soi-même, ce fameux retour à soi-même que le développement personnel essaie toujours de nous vendre comme étant la solution à tous nos problèmes, forme par exemple un horizon métaphysique qui est un horizon de prison. L'être, c'est une prison.
Et la manière dont l'histoire de l'anesthésie et l'histoire de notre enfermement à l'intérieur de cette prison et du refus justement de voir s'ouvrir les barrières de notre être pour explorer des devenirs qui sont des devenirs inédits, se marque précisément comme effectivement l'histoire d'une anesthésie, d'un emprisonnement à l'intérieur d'une circulation purement vide des affects, en tant qu'ils renvoient toujours à notre supposé nous-mêmes. Mais où est donc Ornicart? Avant de décliner cette question de l'indignation avec des conjonctions de coordination pour tête de chapitre dans cet ouvrage Indignation totale qui paraît aux éditions de l'Observatoire, Laurent de Sutter, vous apostrophez le lecteur et vous l'appelez à regarder un peu ce qui se passe devant sa porte, toutes ces raisons qu'il a quotidiennement de s'indigner et d'apprendre peut-être à prendre un peu de distance par rapport à ce réflexe d'indignation. Est-ce qu'on peut dire tout de suite qu'il y a quand même pour vous des bonnes et des mauvaises indignations? Ou est-ce que ça ne se joue pas comme ça? En fait, je dois dire, et c'est très important pour moi, que je n'ai évidemment rien contre l'indignation et que mon livre et mes propos ne sont en rien une critique de l'indignation et de ce qu'elle rend éventuellement possible. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est non pas de me poser la question pourquoi on serait indigné et pourquoi ce serait mal d'être indigné, pourquoi ce serait un problème, mais comment cette indignation fonctionne, comment nous évoluons dans le monde, et nous établissons avec le monde des relations qui sont filtrées, si vous voulez, déterminées par un équipement particulier. Nos indignations, comme je l'ai dit il y a un instant, ne viennent pas nues à nous, elles viennent, comment dirais-je, équipées d'un prodigieux dispositif de raison, et donc c'est le comment de l'indignation en tant que ce comment et le comment de la raison qui véritablement m'intéresse. C'est-à-dire j'ai voulu m'intéresser à la manière dont, comment dirais-je, l'histoire en fait moderne de la raison nous a légué un outil à la fois prodigieusement efficace et parce que prodigieusement efficace, aussi prodigieusement délétère. C'est-à-dire que la raison moderne, la raison née, disons, avec le criticisme kantien, la raison née avec la modernité, la raison née avec les Lumières, est une raison qui nous a donner au fond une force absolument incommensurable, nous permettant de juger de tout ce qui nous entoure, sans que ce qui nous entoure ne puisse résister à la puissance de notre jugement. Et le lieu de l'indignation est un lieu qui favorise, si vous voulez, cela. Quand vous apprenez une nouvelle à la radio, vous voyez passer un lien sur les réseaux sociaux, vous êtes dans une position qui est en permanence une position de force, une position dans laquelle vous ne pouvez avoir que raison. De telle sorte que, en effet, vous jouer le jeu de cette raison qui a pour but sa propre, au fond, perpétuation. La raison, qu'est-ce que c'est, si ce n'est cette chose qui elle-même tente, d'une certaine manière, à se perpétuer, c'est-à-dire à avoir raison, au moins, de son propre mode de fonctionnement. Oui, et le problème de l'indignation, c'est que souvent, elle se suffit à elle-même. Elle n'engendre ou elle n'est pas forcément suivie d'une action réelle. Elle n'a pas forcément d'efficacité politique aussi, cette indignation. Alors, dans cet essai, vous revenez et critiquez tendrement le Indignez-vous de Stéphane Hessel. On se souvient du succès du carton qu'avait fait ce court petit livre, cet appel à s'indigner de Stéphane Hessel dans les années 2000, comme un impératif. Écoutez. Indignez-vous est en tête des ventes, toutes catégories. Tiré à 8000 exemplaires à sa sortie, il flirte actuellement avec les 600 000 copies vendues. Le manuscrit de ce petit texte s'est élaboré à Montpellier, dans l'appartement bureau de cette micro-maison d'édition militante appelée Indigène. À 93 ans, Stéphane Hessel arrive à pied pour rencontrer ses lecteurs. Cet ancien résistant qui s'est évadé de camps de concentration vient partager inlassablement ses convictions avec le public. Pour lui, pas question de brader la France sociale issue de la Seconde Guerre mondiale. Stéphane Hessel s'indigne. Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Pourtant, il la présentait comme une étape préalable à l'action. Mais il dit un autre mot très important, Stéphane Hessel, c'est celui de colère. Est-ce qu'il faut, à vos yeux, ne pas confondre justement la colère et l'indignation? Je crois qu'il est très important de ne pas confondre les deux, en effet, parce que l'indignation, son mouvement, si vous voulez, est un mouvement qui nous emmène précisément vers un dehors. J'ai tendance à penser, j'ai peut-être tort évidemment, mais j'ai tendance à penser que la colère, le mouvement de la colère est un mouvement centrifuge, si vous voulez. C'est une émotion qui fait exploser ce que l'on croit être à un moment donné, là où l'indignation, dans son mode de fonctionnement médiatique, où l'une indignation chasse l'autre, nous renvoie à chaque fois à nous-mêmes,
parce qu'elle nous renvoie au fond à cette espèce de collection d'indignation qu'on accumule avec les jours. Une collection dont on ne sait plus très bien, au fond, quels en sont les items véritables. On oublie, au fond, l'indignation du matin quand arrive le soir. On sait juste qu'on a été indigné à plusieurs reprises dans la journée. Et cette collection d'indignation finit par former une espèce d'immense de garde-robe blindée, si vous voulez, autour de nous, parce que chaque indignation nous dit où nous nous positionnons dans l'espace. Est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que vous êtes ceci? Est-ce que vous êtes cela? Et permettent de nous définir sous forme d'une espèce de collection au fond de qualité qui est une collection fermée. La colère, j'ai l'impression, est ce qui vient fracturer cet ordre-là. Et de la même manière qu'il y a à un moment donné, comme par exemple dans les indignés en Espagne à l'époque, qui était très, très inspiré du reste par Stéphane Hessel, il y a l'élection ou la sélection d'une indignation qui, parce qu'elle est sélectionnée, parce qu'elle est élue, n'est plus une indignation, mais se transforme en autre chose, c'est-à-dire en une espèce de cause, en quelque chose pour lequel lutter, etc. etc. Et ensuite, voilà, il y a tout ce qu'il peut y avoir en termes de trajectoire politique. Eh bien, cette sélection-là ou cette élection-là vient rompre effectivement cette série dans laquelle on a tous furieuse tendance à se draper, quoi. Oui, les gilets jaunes, par exemple, c'est plutôt de la colère à l'origine que de l'indignation. Après, il y a ceux qui peuvent prendre position pour ou contre à travers une indignation sur les réseaux ou ailleurs. Stéphane Hessel, quand il le formulait, lui, ce mot d'ordre, indignez-vous, ce qui vous perturbe ou vous dérange, c'est cette incantation, cet ordre presque à s'indigner ou à se révolter. Mais il cherchait aussi peut-être simplement à faire réagir dans une société où un moment, un temps politique, où justement nos affects étaient assez neutralisés, où plus rien ne suscitait le réveil des consciences. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut, sur ce plan-là, comme sur plein d'autres, distinguer véritablement l'acte tactique ou l'acte stratégique qui était celui de Stéphane Hessel, et puis ce qui est effectivement une maladresse de titre qui, du point de vue intellectuel, est hautement problématique. Mais voilà, pour moi, c'est un espèce de détail, parce que ce qui importe véritablement, c'est justement cette espèce de saut, cette espèce de passage qu'il s'opère avec cette injonction-là. C'est un peu triste, mais qu'il s'opère, voilà ce qui compte en réalité. L'indignation, écrivez-vous, n'est pas le contraire de la raison. Elle est la raison même. Elle est la manière dont la raison, héritée de la modernité, se déploie à l'âge des réseaux sociaux et des médias de masse, c'est-à-dire à l'âge de la vascularisation nerveuse complète du monde. C'est un symptôme de l'époque. Elle a une emprise particulière sur nos vies. Je crois que c'est un symptôme particulier de l'époque, précisément parce que nous disposons de ces technologies de communication et d'information particulièrement sophistiquées, particulièrement tranchantes, qui rendent le fait que l'indignation est partout particulièrement visible. L'indignation est évidemment aussi vieille que l'humanité. Je veux dire, il y a des indignations chez Platon, il y a des indignations dans l'histoire de l'Antiquité, des indignations partout, à travers toute l'histoire, mais l'accès possible, si vous voulez, à l'indignation, l'accès de l'indignation au stade public, a un accès qui, pendant très longtemps, est resté limité, tout simplement parce que, voilà, les médias étaient rares, ceux qui avaient accès aux médias étaient peu nombreux, etc. etc. Aujourd'hui, c'est facile de s'indigner, il suffit d'un hashtag. Aujourd'hui, c'est facile de s'indigner, mais c'est pas tellement ça le problème ou la difficulté pour moi. Au contraire, j'aurais envie de dire que c'est presque une chance, parce qu'on se rend compte à quel point l'indignation fait partie de notre vie, grâce précisément à la prégnance de ces médias sociaux. Donc moi, j'aurais envie de leur rendre grâce et de dire, mais au fond, c'est très très bien, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant que nous vivons dans une société qui est gouvernée par des règles d'échange qui seraient des règles, comment dirais-je, un petit peu abstraites, un petit peu éthérées, comme certains théoriciens ont pu en rêver à la fin des années 80, au début des années 90, des gens comme Jürgen Habermas et tous ces gens-là qui nous disaient, mais non, il y a un usage public de la raison, et l'espace public est l'espace de la rationalité, qui implique effectivement d'accepter un certain nombre de règles du jeu, etc. Mais enfin, une fois ces règles du jeu acceptées, on va enfin pouvoir avoir un vrai débat. On se rend compte aujourd'hui que ça n'existe pas un vrai débat, mais que la seule chose qui existe, c'est effectivement ces heures un peu particuliers où on s'envoie à la figure des références, où comment dirais-je, on organise, si vous voulez, une espèce de bras de fer d'arguments. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une chance parce que ça nous donne la possibilité de nous mettre à réfléchir à la fois aux impasses de cette conception particulière de la raison et de l'espace public, de la raison comme lieu du débat et lieu du débat rationnel, et de nous interroger sur la possibilité d'un autre équipement possible
de nos pensées, de nos idées et de nos engagements et de nos emportements, qui ne passe plus, n'est plus besoin de passer par ce que l'on croit être des règles nobles, grandes et objectives, et qui sont en réalité, au fond, des machines comment dirais-je, à pourrir les relations entre les êtres humains. C'est pour ça qu'ici, on n'orchestre pas le débat, d'ailleurs, autour de cette grande table, où on n'essaie pas de formuler des positions binaires, des oppositions. On a cette idée que chacun peut aller dans une opinion, une prise de position, la développer, et que l'auditeur peut se positionner par rapport à cela et ne pas neutraliser chaque point de vue avec de la contradiction. C'est ce qui se joue ici, mais à d'autres heures de la journée sur France Culture, c'est l'heure du débat. Et là, on peut entendre des positions contradictoires s'exprimer sur certains sujets. Le scandale, qui vaut aussi signe de ralliement. C'est ce que vous montrez à travers des exemples concrets, comme l'affaire Weinstein, avec le camp du MeToo qui s'est organisé d'un côté et l'autre, beaucoup plus minoritaire, suite à la tribune, notamment co-signée par Catherine Deneuve et autres, sur le droit, la liberté d'être importuné pour des femmes. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet épisode-là, dans cette séquence d'indignation collective? Ce qui m'a marqué, outre évidemment son effet premier, à savoir en effet qu'on s'est rendu compte de l'ampleur d'une certaine situation des relations hommes-femmes au XXIe siècle et de là, de l'endroit d'où ces relations viennent. À côté de cela, pour ce qui est de cette petite enquête sur la question de l'indignation, ce que moi j'en ai retenu, c'est cette forme de littéralité du scandale qui s'est manifesté sous la forme de ce hashtag prodigieux, ce hashtag qui dit MeToo, c'est-à-dire qui dit moi aussi. Moi aussi, je fais partie de cet ensemble de femmes, un ensemble qui au fond, comme le font tous les scandales, comme font les scandalones, le scandalone grec dont parlait René Girard à l'époque, plutôt que d'être le lieu où une communauté se brise, le lieu où une communauté se remet en question, est le lieu où une communauté se fonde. Et en réalité, à travers cette expression du moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, c'est exprimé une espèce de série. Une série qui définit en effet un monde nouveau, à savoir en effet le monde, le groupe, c'est la société de toutes ces femmes, une société qui jusque-là était invisible, une société qui n'existait pas et qui soudain se met à exister, de sorte qu'on peut dire que le scandale en effet n'est pas ce qui vient rompre, mais au contraire bien ce qui vient fonder, ce qui vient fabriquer les communautés, comme ça a été le cas bien sûr dans les premiers âges du christianisme, puisque évidemment pour les chrétiens, le scandale, et le mot qu'ils utilisaient c'était le mot grec scandalon, le scandale est effectivement la crucifixion du Christ. Et vous dites aussi aujourd'hui qu'une grande partie des scandales confinent parfois au non-sens, sont des scandales de la raison. Vous avez cité l'anthropologue René Girard et il est présent dans cet essai. Il est une de vos grandes références, Laurent de Sutter, l'auteur du bouc émissaire. On va l'écouter aussi sur le mimétisme qui se joue à travers ces scandales et ces indignations. Le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme. Un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses, nous mettent dans la bonne direction, qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence là. C'est ça, il y a violence, devient violence, la violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double, et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur, c'est-à-dire on trouve tout de suite ici la dualité du sacré, de tous les mots du même genre. Voilà, le bouc émissaire et le sauveur. Il n'y a pas de scandale sans communauté. Pour y voir un enjeu d'identité, écrivez-vous, Laurent de Sutter. Outre la question de la polarisation des opinions, il y a souvent, toujours, dans le scandale, dans l'indignation, cet effet de meute qui va se créer.
Oui, c'est cet effet de meute qui est un effet, à nouveau, qui n'est pas un effet psychopathologique, c'est pas un effet qui est lié à une espèce de structure un peu bizarre qu'il y aurait dans notre cerveau et qui ferait on s'unirait et que pour s'unir, on aurait besoin de s'unir contre. Mais c'est véritablement, je crois, quelque chose qui tient à nouveau à cet équipement très particulier, à cet équipement intellectuel qui est le nôtre et qui fait qu'il n'y a de raison possible qu'en tant qu'il y a un tort possible. Et donc, en effet, cette bipartition du monde entre tort et raison, qui ensuite se déploie dans toute une série d'autres bipartitions avec lesquelles, au fond, nous faisons l'essentiel de notre vie politique, de notre vie intellectuelle, conservateur, réactionnaire, etc. Conservateur, progressiste, pardon. Eh bien, c'est, si vous voulez, pour moi, quelque chose qui est véritablement une conséquence logique de cette matière, de ce matériau qu'est la raison. Et j'en veux pour preuve ou pour indice peut-être la manière dont Kant lui-même, à l'époque, dans la deuxième préface de la première critique, avait défini la tâche de la modernité comme étant précisément celle de la mise en œuvre et de la mise en place de ce qu'il appelait le tribunal de la raison, c'est-à-dire de la mise en place de la raison en tant que machinerie qui nous permette précisément de porter et de porter des jugements qui sont des jugements sûrs et des jugements qui, précisément, permettent de faire la part du tort et de la raison à l'intérieur du monde et de faire la part du tort et de la raison face à ce que nous rencontrons et qu'il s'agisse de situations politiques, d'œuvres d'art, etc., etc. Et donc là, il y a quelque chose de très fort qui s'est joué, je crois, et quelque chose qui nous a mis dans une situation qui nous casse le cerveau en deux, si vous voulez, en permanence. Une situation dans laquelle l'acte intellectuel qui paraît le plus grand, le plus noble et le plus beau, c'est précisément l'acte de la retraite. Celui dans lequel un sujet se retire de ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir l'observer depuis cette espèce de position qui est une position de souveraineté absolue, puisqu'à nouveau, c'est une position qui fait que la situation elle-même ne peut pas réagir, et ensuite fait tomber, comme ça, comme du ciel, son jugement. C'est débile, c'est génial, c'est moche, c'est beau, etc., etc., sans qu'il soit considéré que ce jugement doit ensuite faire l'objet de suite. C'est comme si le jugement formait, si vous voulez, le tout de notre activité intellectuelle, le moment suprême de notre activité intellectuelle, et puis qu'ensuite, on pouvait rentrer chez nous parce qu'on avait fait l'essentiel. Et donc, en effet, pour ça, je n'ai pas de mots, si vous voulez, assez durs pour décrire cet équipement, de même que je n'ai pas d'espoir assez vif de proposer et de suggérer à ceux que cela intéresse, si vous voulez, de tenter de mettre en place une machinerie, un équipement de nos pensées qui soit un équipement qui ne fonctionne pas suivant cette même logique, ou en tout cas qui ne décide pas de s'arrêter comme cela ou de considérer comme son acte suprême ce moment de l'arrêt qui est le moment du jugement. Vous prenez un autre exemple dans cet ouvrage, Laurent de Sutter, celui des caricatures de Mahomet en France, mais pas seulement. Là, il y a, selon vous, toute l'équation que vous tentez de décrire entre à la fois le bouc émissaire et le sauveur, entre la polarisation des positions, entre les discours d'appartenance, entre cette presque assignation à prendre position, à s'indigner d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est une affaire terrible en fait quand on la relit en détail, puisque à l'origine, cette affaire est juste... Ça aurait dû être un fait divers, en fait, puisqu'il s'agit simplement d'un écrivain qui veut rédiger une biographie, un essai biographique sur la vie de Mahomet, qui se rend compte que, il ne parvient pas à trouver d'illustrateur pour illustrer la couverture. On est quelques mois après l'assassinat de Theo van Gogh aux Pays-Bas, et voilà, il s'en plaint dans les colonnes d'un journal de gauche. L'article est lu par le responsable des pages culturelles du grand journal de droite danois, le Jyllands-Posten, qui décide du coup de faire un petit dossier sur la liberté de parole qu'il décide d'orner effectivement de dessins qu'il commande à une quarantaine comme ça d'illustrateurs danois. Bon, ce qui est extraordinaire dans cette espèce de première scène, si vous voulez, c'est que tout y est déjà joué d'avance. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'un journaliste qui veut faire, si vous voulez, qui veut faire un coup, mais un coup qui ne se présente pas comme un coup, puisqu'il s'agit juste de dire, on va faire un dossier sur la liberté de parole, un grand article très objectif, on va mettre ces caricatures à côté, ces caricatures qui sont évidemment inadmissibles du point de vue d'une certaine religion, et puis on va pouvoir se draper dans notre objectivité et voir ce qui se passe. Évidemment, la communauté musulmane danoise à l'époque était dans une situation qui était une situation impossible, parce que soit elle ne réagissait pas, et de ce point de vue-là, elle se déjugeait, si vous voulez, par rapport aux valeurs de sa foi, puisqu'elle laissait passer ces images qui étaient des images insultantes, soit
elle se réveillait, et si elle se réveillait, elle se ridiculisait, puisque précisément, elle venait illustrer le fait qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'islam qui était contraire à l'expression de la liberté de la presse et la liberté de la parole. De telle sorte que, véritablement, une bombe a été posée à l'époque, une bombe intellectuelle, qui était une bombe qui, sous couvert de rationalité, d'un discours qui était un discours extrêmement dépassionné, et un discours des principes, un discours, en l'occurrence, de la liberté, rendait la réaction du public qu'il ciblait, cette chronique, enfin, ou cet article, ou ce dossier, rendait leur position absolument impossible. Et je crois qu'en effet, là, on est, si vous voulez, on est face à un exemple parfait de l'hypocrisie fondamentale, de la raison qui se donne comme raison, mais qui est toujours autre chose qu'elle-même, et toujours plus forte et plus violente que ce qu'elle veut bien prétendre être. Là, vous êtes assez dur sur l'exemple hollandais, mais vous en dites pas moins sur l'exemple français avec les caricatures et Charlie Hebdo. Vous parlez de ces petits malins qui croyaient pouvoir en ricaner comme Ries. Ils ne faisaient que s'abuser eux-mêmes s'ils pensaient que la distance ironique qu'ils affichaient par rapport à la tragédie dans le monde entier était devenue le témoin, leur épargnerait le sort commun. Dont le monde entier était devenu le témoin, leur épargnerait le sort commun. Oui. Si vous voulez, ce qui est tragique dans cette affaire, ou dramatique plutôt, parce que c'est pas vraiment une tragédie, même s'il y a eu des menaces de mort, c'est le niveau général de bêtise qui a été, si vous voulez, partagé, et je dis par tous les acteurs de cette scène, qu'il s'agisse des journalistes, qu'il s'agisse de ceux qui ont jeté de l'huile sur le feu de la situation, de toute une série de mollahs qui se sont mis à délirer de manière complètement folle en faisant circuler ces dessins, mais ajoutés avec d'autres, si vous voulez, qui étaient des dessins qui n'avaient absolument pas fait partie de la publication originale, etc., etc. Donc là, véritablement, on est dans l'exemple de la manière dont, sous couvert de principes et sous couvert d'une argumentation forte, entourant ces principes ou garantissant ces principes, eh bien, on se retrouve avec un monde entier qui se met à faire des imbécilités absolument incroyables, allant jusqu'à, effectivement, aux menaces de mort, aux menaces d'attentats, etc., etc. Qui sont devenus réalité quelques temps après, le 7 janvier 2015, notamment à Charlie Hebdo. Oui, qui sont devenus, oui, sans doute. Je ne sais pas si on peut faire le lien de cause à effet directement, mais en effet, qui marque, en tout cas, une espèce de climat qui est un climat de folie, quoi. Mmh. Oui. Vous revenez dans cet ouvrage aussi sur ce trait d'époque ou ce trait d'esprit d'époque qu'est aussi le ricanement, le rire sarcastique et la haine de l'autre qui ont pris le pas sur l'autodérision et le rire de soi, selon vous. L'indignation bonne pour le spectacle. Extrait. Donald Trump est entré dans un protocole qui le mènera à la passation de pouvoir le vendredi 20 janvier 2017 dans le bureau ovale à Washington. En une fraction de seconde, Donald Trump est passé du statut de milliardaire vulgaire au statut de milliardaire vulgaire et président de la première puissance du monde. Bing, bing, bang, bang. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. Mais quelle bonne idée ils ont eu de le faire arriver sur la musique du film Air Force One. Alors il est arrivé accompagné de sa fille en blanc, non sa femme pardon, non attendez, sa femme, non sa fille, non je les confonds, sa fille, non sa femme, non je crois que c'est sa femme. Bon, en France, on peut se moquer un peu de Donald Trump. De toute façon, ça n'a pas beaucoup de conséquences directes. Exactement. Vous donnez l'exemple des late shows américains dont vous vous dites friands, mais dont vous pointez néanmoins l'entre-soi caractérisé de ces rendez-vous du petit écran. Un rire de connivence qui tendrait à polariser une fois encore les débats. Oui, à faire sans doute pire que polariser les débats. C'est une intuition que le grand philosophe slovène Slavoj Žižek, que moi j'aime beaucoup, a un jour formulé. Et il a dit ceci, il a dit: on peut se poser la question de savoir si ces late shows, donc ces émissions de seconde partie de soirée, ces émissions satiriques d'actualité, si elles n'ont pas véritablement créé le monstre
auquel elles aspiraient, voilà, qu'elles appelaient de leur vœu, quoi. Le monstre qui n'est pas tellement Donald Trump, mais qui est l'électeur, au fond, de Donald Trump. À force de rire de toute une série de choses, de toute une série d'attitudes, et à force de se moquer de manière extrêmement cruelle, extrêmement forte, effectivement, de toute une série de clichés, de la figure du redneck, homophobe, raciste, etc., etc., et à se présenter eux-mêmes comme étant, au fond, les derniers tenants d'une espèce de dignité, d'un certain sens commun, d'une certaine élégance même en termes d'éthique de vie, si au fond, si tout cela n'a pas provoqué une espèce de réflexe inverse, hein, quand vous vous définissez vous-même dans votre identité de libéral bon ton, vous finissez et que vous pointez l'autre comme étant celui qui serait votre croque-mitaine, bien l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Puisque vous vous donnez raison en permanence, c'est de si vous voulez, de se donner raison à partir du tort dans lequel vous le mettez. Et donc, on va se dire, mais effectivement, oui, je suis raciste, homophobe, machin, et c'est très bien comme ça, et donc je vais vous le prouver. Effectivement, il y a quelque chose là qui est sans doute vrai. Il y a sans doute quelque chose comme ça qui s'est passé dans le cas de Donald Trump en 2016 et qui risque de se repasser à nouveau en 2020. Laurent de Sutter, vous imaginez dans indignation totale ce que notre addiction au scandale dit de nous. Vous imaginez une communauté à la Giorgio à Grand Ben, une communauté de singularité qu'on ne pourrait pas cataloguer, une communauté qui vient peut-être, mais va savoir si elle a des chances d'advenir demain. Vous appelez surtout dans ce livre à faire disjoncter la raison. Et on finira avec cette solution que vous prenez, une nouvelle rationalité qui accepterait d'abandonner le terrain des certitudes et des positions d'autorité pour explorer l'espace de l'inconnu sans présupposer, c'est ça. Au fond, cet essai est avant tout, pour vous, tel que vous l'avez imaginé, une sorte de traité de déraison pure. Ce serait pas tellement un traité parce que je crois pas aux vérités qui s'achèvent et aux théories qui peuvent se donner toutes faites. Ce serait un ensemble de propositions qui ont vocation à susciter un appétit pour cette chose qui ne nous aiderait plus à nous assurer nous-mêmes, mais qui réintroduirait peut-être à l'intérieur de nos pensées, à l'intérieur de nos réflexions, de nos idées, sans doute aussi de nos débats, de nos discussions, quelque chose comme une dimension expérimentale, une dimension qui serait plus celle du donc, du parce que, mais au contraire celle du et si, celle d'une fabulation possible. Et d'une fiction possible, si vous voulez, de notre avenir, étant donné que les fictions et les fabulations, contrairement à ce que l'on croit souvent, sont en fait porteurs de grandes forces. Quand on commence à pouvoir imaginer quelque chose, eh bien cette chose commence déjà d'une certaine manière à exister, ne fût-ce qu'au titre de virtualité ou de possibilité. Et voilà, c'est cette raison qui serait amie des possibles plutôt que de l'impossible qu'effectivement j'ai voulu remettre en scène ou envers laquelle j'ai voulu susciter un désir. Merci beaucoup à vous, Laurent de Sutter. Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous. Votre dernier essai vient de paraître aux éditions de l'Observatoire dans la collection La Relève. Et pour beaucoup d'autres textes que j'évoquais en début d'émission de vous ou de vos camarades, comme ce dictionnaire, cet ouvrage post-critique qui est paru aux presses universitaires de France que vous avez dirigé. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Aurélien Delacroix et Sophie-Catherine Gallet, avec Sophie Marty pour La Grande Table Culture, à Maya Neskovic et Jean-Christophe Brianchon avec François Bréus pour La Grande Table des Idées et bien sûr Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation aujourd'hui Sonia Leglen et Gilles Blanchard avec Théo Gomard. À la vidéo c'était Souad Boukorsa. Très bel après-midi à tous et surtout bon début de semaine sur France Culture.